ce qui est considéré comme bien ou mal, juste ou injuste, et vise à déterminer comment on doit agir. En d'autres termes, l'éthique est une réflexion sur nos valeurs et nos actions afin de vivre de manière responsable et respectueuse des autres. Donc, c'est une branche en quelque sorte, de la philosophie morale. Donc, l'éthique en IA. Pourquoi est-ce que l'éthique est importante en IA? Jusqu'ici, on a vu comment l'IA est en train de transformer notre monde dans différents domaines et on a pu voir un peu les interactions entre l'IA et l'homme. Et ici, c'est un document de l'UNESCO. Donc, vous connaissez tous l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. Donc, ils ont sorti un livre qui s'intitule Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Et ici, c'est une citation du livre par la sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines de l'UNESCO. Elle dit quoi? Dans aucun autre domaine, la boussole éthique n'est plus pertinente que dans celui de l'intelligence artificielle. Ces technologies polyvalentes sont en train de remodeler notre façon de travailler, d'interagir et de vivre. Le monde est appelé à changer à un rythme sans précédent depuis le déploiement de la presse à imprimer il y a 6 siècles. La technologie de l'IA apporte des avantages majeurs dans de nombreux domaines, mais sans garde-fou éthique, elle risque de reproduire les préjugés et les discriminations du monde réel, d'alimenter des visions et de menacer les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Donc, en 2 mots, ce qui est en train d'être dit ici, c'est que on est tous d'accord que l'IA va changer, c'est une technologie qui va changer notre manière de travailler, ça va transformer complètement notre monde. Mais il faudra faire attention à ce que ça n'augmente pas les inégalités qui existaient déjà. Ça doit servir plutôt à l'humanité, non contre l'humanité. Donc, ici, j'aborde le cas de IA performante contre IA responsable. Et il faut remarquer que l'IA performance n'est pas forcément une IA responsable. Je donne ici un exemple de performance. Si on prend l'exemple d'un drone autonome en zone de guerre qui détecte et neutralise une cible en moins de 3 secondes, avec une précision de 98% sur l'identification visuelle. Donc, c'est un modèle de IA qui a été embarqué sur le drone, voilà, et qui est capable de détecter des cibles. Donc, problématique, la cible était en réalité un civil portant un objet ressemblant à une arme. L'IA n'a pas pris en compte le contexte et aucune intervention humaine n'a validé la décision. Vous voyez déjà que c'est vraiment problématique. Donc, vers plus de responsabilité. En intégrant une vérification humaine obligatoire avant toute frappe et en entraînant le modèle avec des données diversifiées et contextualisées, on réduit les risques d'erreurs irréversibles. Donc là, on est dans un cas typique assez dangereux où une machine va prendre des décisions qui pourraient coûter euh, la vie à des personnes. D'où l'importance de, de veiller à la responsabilité en IA. Maintenant, on va voir les biais en IA. Quand l'IA reproduit nos préjugés. D'abord, on va définir ce qu'est un biais. Un biais en intelligence artificielle désigne une erreur systématique dans les résultats produits par un modèle due à la façon dont il a été conçu, entraîné ou utilisé. L'IA apprend à partir des données et si ces données reflètent des inégalités ou des préjugés humains, elle risque de les amplifier. Donc, on va voir un peu ce que tout ça veut dire à travers les types de biais. Donc, on a d'abord le biais de sélection. Le biais de sélection apparaît lorsque les données utilisées pour entraîner le modèle ne respectent pas correctement la réalité. Par exemple, un système de reconnaissance faciale entraîné principalement sur des visages clairs sera moins performant que sur des personnes à peau foncée. Donc ça, c'est déjà un problème. Les biais de confirmation, c'est quoi le biais de confirmation? C'est la tendance à chercher ou valoriser uniquement les données qui confirment une hypothèse préexistante
tout en ignorant celles qui la contredisent. Par exemple, un algorithme de recrutement qui favorise les CV d'école déjà réputés dans l'entreprise, en forçant un cercle fermé d'embauche. En gros, si les gens sont, si une entreprise est en train de créer une IA pour la sélection de CV, je pense que ici, tout autant que nous savons qu'aujourd'hui, les recruteurs ne s'asseyent plus réellement, les RH, pour lire les milliers de CV qu'on envoie. Donc, il y a des systèmes d'IA derrière qui sont entraînés pour sélectionner les CV les plus pertinents avant que les RH ne commencent le travail. Donc, si en créant ce modèle d'IA, les AI ingénieurs ou les data scientists qui sont chargés de faire ce travail-là, avec des biais par rapport à telle ou telle université, ces biais-là risquent de se retrouver au niveau des performances, au niveau de l'IA après. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte. Biais algorithmique. Il naît directement de la conception du modèle ou de ses paramètres, indépendamment des données. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas relatif aux données. Par exemple, un système de notation de crédit qui attribue automatiquement plus de points à certains codes postaux, pénalisant ainsi les quartiers défavorisés, même si les données de départ sont neutres. Donc, je prends ici un exemple concret de bien en IA, le recrutement automatisé, c'est ce dont je parlais déjà. Ça, c'est un cas réel qui a eu lieu au niveau de la grande entreprise Amazon. Donc, Amazon a dû abandonner un système interne de présélection des candidatures après avoir découvert qu'il favorisait certains thèmes comme exécuter ou capturer davantage présents dans les CV masculins. Ce biais, lié au traitement automatique du langage, créait euh, une discrimination indirecte à l'égard des candidates. Donc ici, j'essaie de vous expliquer un peu dans le contexte d'un CV en anglais ce que executed et captured signifie. Donc en général, les hommes vont avoir tendance à utiliser executed pour des mises en œuvre réalisées. Par exemple, executed a marketing campaign that increased sales by 20%, mais captured acquis obtenu sécurisé. Donc ces mots traduisent un style d'écriture plus orienté action, résultat, leadership que les hommes ont plus tendance à utiliser dans leur CV que les femmes. Là où des femmes vont utiliser des mots comme assisting, supporting, working on. Donc, le modèle d'IA euh, qui a été créé, ils ont remarqué que ça favorisait plus les hommes que les femmes. Donc, ici, je présente le risque des données synthétiques en IA. Je présente un peu le contexte. Les grands modèles d'IA qu'on a aujourd'hui, ils ont été entraînés sur la quasi-totalité des données disponibles sur Internet. Donc, pour continuer maintenant à les améliorer, ce que certains font, c'est de générer des données, de nouvelles données artificielles. Donc, on sait que les IA qu'on a peuvent générer du texte, etc. Donc, on va générer de nouvelles données à partir de ces IA-là. Donc, ces données-là sont appelées données synthétiques. Le problème, c'est qu'il est possible que, initialement, ces IA-là soient déjà biaisées. Donc, s'il y avait déjà des biais dans ces IA génératives-là, les données synthétiques qui seront générées également vont contenir ces biais. Donc, on est en train, on va entraîner maintenant de nouvelles IA sur des données qui ont été biaisées. Donc, il y a une perte de diversité, un risque d'un appauvrissement progressif du contenu et des perspectives. Donc, l'enjeu ici, c'est de vérifier la qualité et la représentativité des données synthétiques qui sont générées par les IA, de mélanger avec des données réelles et diversifiées, de développer des outils pour détecter et corriger les biais avant réutilisation. Donc, maintenant, on va voir la question de responsabilité en IA. Précédemment, on avait vu le concept d'IA responsable. Donc, ça, c'est au niveau de l'IA même. Ici, la question qui se pose, c'est plutôt euh, à qui la faute ou bien qu'est-ce qui on doit blâmer.
Donc, on sait que l'IA influence des décisions critiques en santé, en justice, emploi, sécurité, etc. Et une mauvaise prédiction peut coûter de l'argent, des opportunités ou des vues ou des vies, comme ce qu'on a vu au niveau du drone tueur. OK? Du coup, qui est responsable? Est-ce que c'est le développeur, le data scientist, celui qui a créé, qui a été chargé de créer l'IA, qui a entraîné le modèle? Est-ce que c'est lui qui est le responsable? Est-ce que c'est l'entreprise qui a employé l'ingénieur ou bien le data scientist là, celui qui a demandé de créer le modèle? Est-ce que c'est lui le responsable? Mais est-ce que c'est l'utilisateur final qui a utilisé le drone, peut-être qu'on lui a vendu et qui est en train de l'utiliser? Est-ce que c'est lui qui est finalement responsable? C'est vraiment une question éthique qui n'est pas simple. Donc, le problème actuel que nous avons, c'est que euh, les lois qui existent ne sont pas toujours adaptées à l'IA. À ce genre de situation, par exemple, on ne sait pas encore réellement euh, ce qu'il faut faire. Les responsabilités se diluent dans la chaîne technologique. Donc, l'enjeu éthique ici, c'est la traçabilité. Donc, savoir comment et pourquoi l'IA a pris une décision. La transparence, rendre explicable les résultats, explainable AI. La régulation, loi comme l'AI Act en Europe pour encadrer l'usage. Donc, il est clair ici qu'il faut mettre en place un certain nombre de lois euh, pour pouvoir mieux comprendre au fait l'écosystème et savoir pouvoir fixer les responsabilités en cas de problème. Donc, je reviens ici sur cet exemple, un système d'IA qui refuse un prêt bancaire à quelqu'un, par exemple. Si c'est une erreur, qui va indemniser le client? Donc, on est dans le cas typique d'une banque où ils ont un modèle d'IA. Donc, quand vous êtes un client, vous venez vous faire un prêt, par exemple, il faut qu'on détermine si vous êtes éligible au prêt ou pas. Donc, je vais ouvrir le micro. Voilà, je vais vous laisser un peu la parole. Je vais peut-être prendre deux personnes. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de la question? Qui est le coupable? Est-ce que c'est la banque qui est coupable? Est-ce que c'est, est-ce que c'est la personne qui a créé le modèle? Est-ce que c'est la personne qui a créé le modèle qui est coupable? Si le développeur qui a créé le modèle travaille pour une autre entreprise informatique, est-ce que c'est cette entreprise-là on doit accuser, à votre avis? Ou bien on doit accuser tout, on doit trouver le moyen d'accuser chaque élément de... est-ce qu'on doit fixer la responsabilité sur chaque personne, chaque élément de la chaîne technologique, à votre avis? Je vais écouter oui, Marwa. Parce qu'on doit accuser la banque parce que, bah, en fait, lorsqu'on discute la responsabilité en IA, on sait déjà que l'IA peut commettre des erreurs. Alors, la banque doit, doit charger une personne pour revoir les dossiers qui ne sont pas, qui sont indemnises et avant Avant de prendre la de décision. décider, de prendre la Ok, décision du refus ou l'acceptation. ok, d'accord. Une autre personne? Quelqu'un d'autre veut parler? Ok, merci, merci pour ton avis. Euh, donc, pour toi, la banque qui a embauché, disons, qui a fait appel à une grande entreprise, disons que c'est un cabinet de conseil, par exemple, et qui a payé beaucoup d'argent, doit encore se gêner et investir dans une personne pour la vérification. La banque peut dire, par exemple, nous, on a payé beaucoup d'argent. Le problème, c'est à votre niveau, vous n'avez pas respecté telle ou telle chose. Donc, c'est pas pour dire que ta réaction n'est pas bonne,
Voilà, c'est une bonne solution ce que tu as proposé. Mais on voit là clairement qu'il y a une certaine difficulté. Donc, ce sont des questions sur lesquelles, disons, toute la société doit s'asseoir et réfléchir sur la bonne manière de, de trouver des solutions à ces cas-là. Parce que si par exemple on dit que c'est juste la banque, euh, les entreprises qui sont chargées de faire ce genre de travail, de créer ces IA-là, euh, peuvent, peuvent ne pas mettre toute la rigueur qu'il faut, je dirais, pour faire le travail. Donc, on va voir maintenant le concept de sécurité en IA. Donc, la sécurité de l'IA désigne l'ensemble des pratiques et protections visant à empêcher qu'un système d'intelligence artificielle soit manipulé, piraté ou utilisé à mauvais escient. Elle couvre à la fois la protection des données, la robustesse des modèles et la prévention des usages malveillants. Donc, je vous présente ici quelques techniques de manipulation de modèles d'IA, vu qu'on est en train de parler de sécurité. Nous avons le poisoning. Donc, on a vu que tout ce qui est IA aujourd'hui euh, se base sur de la donnée. Donc, si je veux attaquer une IA, qu'est-ce que je peux faire si je veux empêcher cette IA-là de se comporter comme elle devrait? L'attaquant peut introduire volontairement dans les données de fausses données ou des données biaisées au niveau des données d'entraînement, dans l'objectif de tromper l'IA des informations pour qu'elle produise de mauvaises décisions. Donc, par exemple, ici, un groupe malveillant injecte dans Wikipédia de fausses informations historiques. Donc, si s'il y a une guerre, par exemple, qui a eu lieu à telle période, on change la date, par exemple. On peut créer de fausses pages Wikipédia comme une date erronée pour un événement majeur ou un fait scientifique inventé. Donc, si un grand modèle de langage est entraîné ensuite sur ces données, il risque d'apprendre et de répéter ces fausses informations dans ses réponses, ce qui propage la désinformation à grande échelle. Ici, nous avons un autre problème, un autre type d'attaque, les attaques adversariales, l'exemple du one pixel attack. Le principe ici, c'est de modifier légèrement une entrée, image, texte, audio, le plus souvent c'est sur les images, de façon imperceptible pour l'humain, mais qui trompe complètement l'IA. Donc ici, par exemple, on remarque qu'on a deux réseaux de neurones. Un premier réseau de neurones qui a été entraîné sur cette image de mouton normale et qui a des performances de 89%. On a remarqué qu'en modifiant stratégiquement au niveau de l'image, un seul pixel, ce même réseau de neurones là est complètement confus. Là, il ne détecte plus le mouton à 89%, mais détecte plutôt, il met airplane, c'est-à-dire qu'il trouve que c'est un avion. Donc, il faut vraiment faire attention aussi à tout ça au niveau des données. Donc, c'est important aussi lorsqu'on est en train de créer un système d'IA, de penser à protéger les données qu'on va utiliser pour entraîner nos modèles. Ça, c'est un cas que vous connaissez très bien, le cas des deepfakes. On connaît tous le principe. Utiliser l'IA générative pour créer de fausses vidéos, audio ou images ultra réalistes. On peut imiter la voix d'un PDG pour demander un virement frauduleux, par exemple. Donc, l'enjeu ici, des informations, fraude, chantage. Donc, récemment, on a vu des cas aussi avec une dame en France qui s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt. Elle croyait qu'elle parlait réellement à Brad Pitt. Donc, les gens, ils ont aussi des manières de prendre le visage de personnages connus, de prendre le visage de personnages connus et même d'imiter la voix. Donc, ça soulève aussi un autre problème important, c'est celui de la manière dont nous partageons nos contenus sur les réseaux. Parce que c'est vos images qui seront prises pour voir également, qui seront enregistrées et qui seront utilisées pour entraîner des IA. Donc, plus on a de données par rapport à votre personne,
euh, plus on pourra créer des deepfakes réalistes, euh, réalistes pour mimer votre comportement. Donc ça pose plusieurs problèmes. Donc, je mets en conclusion ici que la sécurité de l'IA, ce n'est pas qu'un problème technique. Voilà. C'est un enjeu éthique, juridique et sociétal. Donc, dans les cas de deepfakes, par exemple, il faut qu'on mette en place un certain nombre de lois euh, pour que des gens qui utilisent ce genre de technologie euh, soient condamnés d'une certaine manière. OK? Là, on va parler de robustesse d'IA. La robustesse d'un modèle d'IA, c'est la capacité à maintenir de bonnes performances, même lorsque les conditions changent ou que les données sont imparfaites. En clair, un modèle robuste continue à donner des résultats fiables face à du bruit, c'est-à-dire face à des données floues ou incomplètes, résiste aux attaques adversariales qu'on vient de voir, par exemple, images légèrement modifiées pour tromper l'IA. Donc, il ne faudrait pas que la modification d'un seul pixel, par exemple, fasse que le modèle ne soit pas capable de bien prédire, s'adapte mieux aux données nouvelles ou légèrement différentes de celles d'entraînement. Donc, dans le cas du data drift. Exemple concret, un système de reconnaissance de plaques d'immatriculation robuste fonctionnera quand même s'il pleut, si la plaque est un peu sale, euh, ou si l'image est prise sous un angle inhabituel. Donc, nous avons maintenant le principe de confidentialité. La confidentialité en IA désigne l'ensemble des pratiques visant à protéger les données personnelles et sensibles utilisées pour entraîner ou faire fonctionner un modèle d'IA afin d'éviter toute fuite ou utilisation abusive. Donc, c'est ce que je disais précédemment. On a vu les différents types d'attaques qu'il peut y avoir. Donc, c'est important de pouvoir mettre en place des mesures de confidentialité. Donc, les enjeux ici, les modèles d'IA peuvent mémoriser et révéler involontairement des données sensibles vues pendant l'entraînement. Donc, vos données sur lesquelles on est en train on est en train d'entraîner nos modèles sur du test. Par exemple, je suppose qu'on entraîne euh, un modèle sur les cartes d'identité de quelqu'un, il y a du test dessus, il y a l'image et tout. Et on remarque après, en demandant au modèle de générer une nouvelle carte d'identité, par exemple, une fake carte d'identité, le modèle, au lieu d'inventer un nom, d'inventer peut-être, je ne sais pas moi, d'inventer une rue et tout, le modèle génère une image avec exactement vos données, les données qu'il a vues, des données réelles, en fait. Donc, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Donc, nous avons aussi fuite potentielle de données médicales, de données financières ou personnelles, risque accru avec un modèle open source euh, mal contrôlé. Donc, je ne sais pas si vous étiez au courant aussi, mais avant le premier release, avant qu'on ne mette, par exemple, ChatGPT disponible à tous, il y a tout un travail qui a été fait au niveau du filtrage des données, au fait, pour éviter ce genre de problème. Donc, exemple concret ici, un chatbot médical générant accidentellement le nom et le dossier médical d'un vrai patient. C'est quelque chose de vraiment dangereux. Ou encore un modèle de traduction restituant des adresses e-mail présentes dans les données d'entraînement. Donc, quelqu'un demande par exemple à l'IA de lui générer, je ne sais pas, un exemple de lettre de motivation ou bien un truc du genre. Et en générant la lettre, l'IA génère la lettre en mettant vous votre email, un email réel. C'est dangereux. Donc, quelles sont les solutions possibles? C'est l'anonymisation des données avant l'entraînement, le federated learning pour garder les données chez l'utilisateur. On va voir ça tout à l'heure.
Le differential privacy pour ajouter du bruit ou protéger les informations individuelles. Le contrôle d'accès strict au modèle et, et au jeu de données. Ce sont des solutions possibles. Donc ici, je vais présenter particulièrement une solution intéressante qui est le federated learning ou apprentissage fédéré. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est une méthode d'entraînement de modèles d'IA sans la centralisation des données. Donc, les données restent localement sur les appareils ou serveurs des utilisateurs et seuls les paramètres du modèle, poids, mise à jour, sont envoyés à un serveur central pour être agrégés. Donc, l'idée ici, si je veux paraphraser tout ça, c'est quoi? Euh, une entreprise veut entraîner, par exemple, un modèle d'IA. Pour pouvoir faire l'entraînement, vous avez besoin de données. Les données sont peut-être chez différents utilisateurs. OK? Donc, il faut rassembler, au fait, toutes ces données-là avant de, avant d'entraîner le modèle. Donc, l'idée du federated learning, c'est de ne pas rassembler les données, de ne pas déplacer la donnée. Donc, si par exemple la donnée est sur différents appareils, différents téléphones, on va laisser euh, ces données-là sur votre téléphone et trouver un moyen quand même de faire l'entraînement des données. Donc, il y a un autre exemple ici, l'exemple d'une application mobile de santé en Afrique qui entraîne un modèle pour détecter précocement le paludisme à partir de données biomédicales. Les données en question restent dans chaque hôpital, Bénin, Maroc, Sénégal, etc. Et seuls les résultats d'entraînement locaux sont envoyés et combinés. Cela protège la vie privée des patients tout en améliorant le modèle pour tous les pays participants. Donc maintenant, on va parler un peu des enjeux environnementaux, énergétiques euh, et climatiques de l'IA. On va d'abord reparler un peu de ce type de modèle-là qu'on appelle Transformers et dont j'avais parlé dans la première séance. Donc, ce type de modèle a été créé en 2017 par l'équipe Google Brain, basé sur le principe de l'attention. Attention is all you need. Ce sont des modèles qui fonctionnent très bien dans plusieurs tâches. Traduction automatique, résumé de tests. Donc, en termes d'état de l'art aujourd'hui, les transformers sont utilisés dans quasiment, ce sont les briques de base au fait, et qui sont utilisés dans quasiment tous les modèles qu'on connaît, tous les modèles GPT, Llama, etc. Cependant, ce sont des modèles qui sont vraiment complexes. Donc, en termes de coûts computationnels, ce sont des modèles qui ont besoin d'infrastructures, voilà, de mémoire, qui explosent avec la taille du modèle et des séquences traitées. Donc, ce sont des modèles qui requièrent un type de puce spécialisé, rendu possible grâce au GPU et au TPU. Nécessite énormément de données également pour être performant. Donc, pour ce type de modèle-là, typiquement, qui sont des briques de base de modèles comme ChatGPT, on a besoin d'une grosse puissance de calcul. On a également besoin de beaucoup de données pour faire l'entraînement. Du coup, je vais bondir sur la notion de cloud et de data center. Je vais faire le lien au niveau de la troisième slide. Donc, je présente d'abord ici la notion de cloud et de data center. Donc, d'un côté, nous avons au niveau de la photo le on-premise. C'était le modèle traditionnel où vous prenez une entreprise, elle a elle-même toutes ses infrastructures. Voilà, elle doit acheter des machines à côté pour le déploiement de ses serveurs, etc. Et le cloud, c'est quoi? Vous pouvez entendre, on peut définir ça comme nuage. C'est comme si on n'a plus l'infrastructure à côté de l'entreprise et qu'on envoyait nos données au niveau de centres de données euh, qui sont éloignés, qui ne sont pas locaux, au fait. Donc, il y avait plusieurs problèmes avec le on-premise, comme par exemple le coût initial élevé. C'est-à-dire que si je suis une toute petite entreprise et que je ne peux pas payer
des infrastructures locales et que je ne peux pas non plus payer pour la maintenance de ces infrastructures-là, euh, ça constitue un vrai problème pour moi si je n'ai pas assez d'argent. Donc, le cloud va permettre, par exemple, de pouvoir acheter des machines virtuelles, euh, des machines virtuelles correspondant exactement à ce dont mon entreprise a besoin. Donc, nous avons une faible flexibilité avec l'on-premise, passage d'un CAPEX à un OPEX, donc plus besoin d'acheter du matériel coûteux, c'est ce que je disais. On paye à l'usage. Donc, c'est ce que vous utilisez que vous payez avec le cloud, ce qui est plus souple pour les entreprises. Accès à des services avancés dans le cloud comme l'IA, le big data, l'IoT ou aux bases de données managées sans investir dans l'infrastructure load. Donc, si vous voulez utiliser, euh, si vous avez besoin d'infrastructures pour mettre en place une IA, par exemple, et que vous n'avez pas, vous êtes une petite start-up ou bien une petite PME, vous n'avez pas assez de moyens pour le faire, vous pouvez juste souscrire à des services cloud, au fait, qui vont vous fournir euh, ce genre de service-là. Donc, je présente ici l'écosystème d'un data center. Tout à l'heure, je parlais de cloud. En réalité, euh, j'ai dit que chaque entreprise n'est plus obligée de payer ses machines localement. Mais ça ne veut pas dire que les machines là n'existent pas. Les machines là existent, mais ce sont des machines qui sont euh, installées euh, sur des sites. Donc, on a beaucoup. Quand on prend un data center, quand on parle de data center, c'est quoi? C'est un ensemble d'ordinateurs, au fait. C'est surtout, disons, voyez ça comme de grosses unités centrales qui sont alignés dans de grands entrepôts, en fait. Donc ça, c'est un peu l'intérieur d'un data center où on a différentes machines. Et quand on parle de service cloud, c'est un peu l'interface entre ces machines-là et vous, votre entreprise. Donc, vous avez peut-être besoin que de 64 gigas d'une machine. Vous payez pour uniquement les 64 gigas. Si en travaillant, vous voyez que vous avez besoin de 100 gigas, vous pouvez payer un peu plus euh, pour pouvoir utiliser 100 gigas maintenant. C'est un peu ça le principe. Et là, je montre un peu l'écosystème global. L'écosystème global, puisque ces grosses machines-là, il faut pouvoir les entretenir. Donc, en général, ça va être des machines qui chauffent assez. Ça doit être des machines qui ont... Bon, si ça chauffe, c'est qu'il faut qu'on puisse refroidir ça. Donc, il faut mettre en place des systèmes de refroidissement. Il faut aussi que ces machines-là soient alimentées en électricité. Il ne faudrait pas qu'une entreprise, en voulant avoir accès à ces services, euh, ait des problèmes parce qu'il n'y a plus le courant dans la zone. S'il n'y a plus de courant dans la zone, les ordinateurs qu'ils ont installés ici vont s'éteindre. Et donc, ça fait des pertes d'argent pour les entreprises qui ont souscrit à des services cloud au niveau de ce data center. Donc, c'est pour ça qu'avant d'installer un data center, il faut penser à un certain nombre de choses extérieures comme euh, l'électricité qui doit pouvoir être permanente et aussi des systèmes de refroidissement. Il y a aussi tout ce qui concerne Internet qui doit bien marcher dans la zone où vous voulez installer votre data center. OK? Donc, les data centers maintenant à l'ère de l'IA. Donc, nous avons vu deux choses jusqu'à maintenant. D'un côté, nous avons vu que les modèles d'intelligence artificielle basés sur les transformers que nous avons aujourd'hui sont des modèles qui sont vraiment, vraiment très coûteux. Et nous avons vu aussi d'un autre côté que ces modèles-là sont rendus, disons, disponibles au niveau de data center. Donc, l'entraînement des modèles d'IA modernes, des nouveaux modèles d'IA, se font sur des serveurs équipés de GPU et de TPU haute performance. Cette phase est extrêmement énergivore, donc entraîner des modèles d'IA, par exemple, sur tout Internet, comme on l'a vu précédemment. C'est quelque chose qui prend du temps. Ça peut durer des semaines, voilà, des semaines. Et manipuler, euh,
de gros volumes de données. Après la phase d'entraînement, on a la phase d'inférence. C'est-à-dire, maintenant que le modèle est entraîné, il faut utiliser le modèle. Et ici, je dis que quand tu poses une question à ChatGPT, par exemple, sur ton ordinateur, mais sur ton téléphone, la requête que tu envoies n'est pas traitée sur ton ordinateur. Elle est traitée dans un data center extérieur. Donc, la requête est envoyée via Internet au niveau des data centers pour requêter euh, le modèle. En gros, ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que le chat GPT que tu as installé sur ton appareil ne vit pas sur ton appareil, mais vit au niveau, on peut voir ça comme ça, vit au niveau des data centers. Donc, chaque requête consomme de l'énergie et génère de la chaleur, ce qui impose un refroidissement constant au niveau des data centers. Donc, comme conséquence, c'est qu'on a besoin de plus de puissance au niveau des data centers. L'IA exige des processeurs spécialisés, plus gourmands que les serveurs web classiques. On a besoin de plus de refroidissement. La chaleur dégagée par les clusters IA est énorme, donc on a besoin de beaucoup d'eau, de climatisation industrielle. On a besoin de plus d'énergie. Un seul cluster IA peut consommer autant qu'une petite ville. Donc, forcément, ça génère une grosse empreinte carbone et écologique. Du coup, on a besoin de plus d'eau, on a besoin de plus de climatisation, on a besoin de plus d'énergie. Tout ça va entraîner une pollution de l'environnement. Donc ici, au niveau de l'image, on compare le coût en termes d'émissions de CO2 euh, de l'entraînement d'un modèle d'IA par rapport à d'autres coûts classiques au niveau de la vie réelle. Donc, par exemple, on remarque que ça coûte beaucoup plus qu'une voiture américaine euh, qui consomme, disons, en une vie. Donc, c'est-à-dire que quand vous prenez une voiture américaine basique, elle doit consommer de l'essence et tout du début, du jour où elle a commencé à fonctionner jusqu'au jour où vous garez la voiture. Donc, on remarque que entraîner un modèle d'IA peut coûter plus que tout ce cycle-là. Donc, ça coûte en termes d'empreinte carbone, ça coûte aussi plus que la vie d'un Américain moyen qui, qui pollue. Ça coûte beaucoup plus que la vie d'un humain moyen aussi, et encore beaucoup plus qu'un vol aller-retour entre New York et San Francisco. Donc, c'est pour avoir une idée d'à peu près de l'empreinte carbone des modèles d'IA, au fait. Nous avons également une pression sur les ressources en eau. Donc, on a vu tout à l'heure que il faut refroidir les data centers. Et souvent, ce que les boîtes qui créent les data centers, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont chercher des endroits là où il y a des cours d'eau, assez de cours d'eau. Euh, donc, ça, c'est un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, elle estime que les data centers ont consommé environ 560 milliards de litres d'eau à l'échelle mondiale en 2023. Un chiffre qui, selon eux, pourrait plus que doubler d'ici 2030 pour atteindre près de 1200 milliards de litres par an. C'est vraiment beaucoup. Et on remarque que l'IA transforme certains territoires en désert. Donc, la carte qu'on est en train de montrer ici, c'est une carte qui représente les data centers construits ou en projet qui sont situés dans des zones de stress hydrique. Par exemple, en Arizona, aux États-Unis, au Chili et dans certains endroits de l'Espagne. Et donc, dans le rapport, ici, ils mettent qu'en 2023, Microsoft a avoué que 42% de l'eau de l'entreprise que l'entreprise utilise pour refroidir ses data centers provenait de zones en situation de stress hydrique. Ça veut dire qu'ils vont installer des data centers dans des zones où il y a déjà des problèmes d'eau. Donc, c'est vraiment problématique. Situation identique pour Google, qui a indiqué que 15% de sa consommation d'eau provenait de zones en forte pénurie d'eau.
Seul Amazon n'a répondu aux sollicitations des journalistes. Donc, ça doit être un truc équivalent, sachant que, et même plus, parce que sachant que en termes de data center et de cloud, Amazon est le premier, est le leader mondial. Donc, l'IA transforme des territoires en désert. Ça, j'ai pris une capture dans un article qui parle un peu de la situation en Espagne. L'Espagne, autrefois surnommée le potager de l'Europe, voit sa capacité agricole menacée par des sécheresses toujours plus sévères, aggravées par une mauvaise gestion de l'eau. Dans un pays dont 14% du territoire est directement menacé par la désertification, l'implantation d'infrastructures assoiffées des géants de la tech soulève de vives interrogations sur les priorités que les États européens choisissent de défendre. Donc là, on commence à avoir des problèmes entre ceux qui veulent installer des data centers et le monde agricole, vu qu'il n'y a plus assez d'eau pour pouvoir nourrir les plantes. Donc, vous voyez déjà un peu le coût caché, de l'IA. Quand vous utilisez les IA dans votre coin, vous ne pensez pas à toutes ces choses-là qui se passent ailleurs dans le monde. Donc, on peut proposer ici quelques solutions pour réduire l'impact écologique de l'IA. Une première solution, c'est l'optimisation des modèles, utiliser des architectures plus légères pour réduire la consommation énergétique. Donc, faire de la recherche pour voir si on ne peut pas trouver des modèles autres que les transformers capables de bien faire le travail sans coûter autant. Entraînement ciblé. Privilégier le fine-tuning ou l'apprentissage par transfert au lieu d'entraîner de zéro. Efficacité matérielle. Recourir à des GPU moins énergivores et optimiser l'allocation des ressources. Énergie verte. Alimenter les data centers avec de l'électricité provenant des énergies renouvelables. C'est une solution. Localisation intelligente. Construire des data centers dans des zones naturellement fraîches pour limiter le refroidissement artificiel. OK? Toujours pour réduire l'impact écologique de l'IA, nous avons les objectifs industriels. Donc, les différents grands groupes d'IA, lorsqu'on les critique sur ce point, euh, elles essaient de donner des raisons, en fait, et de dire que voilà, par exemple, Amazon qui dit d'ici 2030, nous on va arrêter de consommer autant d'eau d'ici 2030. Voilà, qui sont en train de mettre un certain nombre de choses en place. Il y a Microsoft, par exemple, qui expérimente des data centers sous-marins pour réduire le refroidissement. Donc, installer directement les data centers dans l'eau pour éviter d'utiliser les eaux douces pour refroidir les data centers. Ironiquement, quand on demande aux GAFAM, quand on pose des questions aux GAFAM, elles affirment toutes que l'IA pourrait aider davantage le climat qu'elle ne le dégrade. Il y a des solutions au climate change. Au climate challenge. Donc, en d'autres termes, ce qu'elle dit, c'est, voilà, on est en train de créer des modèles d'IA qui vont peut-être aider à résoudre d'autres problèmes climatiques. Donc, laissez-nous polluer pour l'instant. C'est un peu ce qu'elle répond. OK. Maintenant, on va passer à une autre problématique qui concerne les enjeux géopolitiques, au fait. Donc, depuis un certain nombre d'années, vous avez sûrement entendu parler des guerres des puces. Donc, on a vu tout à l'heure que hum, pour pouvoir entraîner des modèles d'IA, on a besoin de puces spécialisées, de GPU par exemple. Et donc, les puces, c'est un peu comme les moteurs sans lesquels on ne peut pas bien entraîner les modèles d'IA. Donc, sans puces, il n'y a pas IA. Donc, cela crée, disons, du stress et certains remous politiques entre les différents pays leaders, en fait. OK? Donc, ici, on va voir d'abord comment l'Asie est devenue leader de la fabrication mondiale des puces. Euh,
Ici, l'image, c'est surtout pour nous présenter un peu les pays leaders de fabrication. On remarque que euh, en Asie de l'Est, déjà, c'est en Asie de l'Est qu'on a la plupart des industries fabriquant les puces et elles produisent 90% des puces mémoire, 15% des processeurs, 80% des silicon wafers, je ne sais plus trop c'est quoi. Mais il faut retenir juste que la plupart des puces au fait sont fabriquées en Asie. Et tout ça a commencé dans les années 70-80, pendant lesquelles pourtant c'était Intel, une entreprise américaine, et d'autres entreprises américaines qui dominaient la conception et la fabrication. Donc il y avait une production locale aux États-Unis et au Japon. Et dans les années 90, avec la mondialisation, ils ont commencé à externaliser vers les pays émergents qui étaient surtout en Asie, justement, histoire de réduire les coûts. Donc, il y a eu des accords commerciaux pour faciliter la délocalisation des chaînes de production. Euh, L'Asie avait un avantage compétitif clair parce que c'était des pays qui voulaient se développer. Donc, là-bas, il y avait main-d'œuvre abondante et peu coûteuse. Nous avons l'abondance des terres rares également. Donc, entre parenthèses, pour pouvoir créer ces puces, on a besoin de terres rares, c'est-à-dire des minéraux spéciaux qu'on retrouve également beaucoup en Asie, notamment en Chine. Donc, investissement massif des gouvernements qui ont investi dans l'éducation et aussi dans ces secteurs industriels-là. Création d'écosystèmes industriels spécialisés, clusters technologiques pour pouvoir accueillir ces industries. Donc, aujourd'hui, euh, les leaders, ce sont TSMC, qui est un Taïwanais, Samsung Foundry en Corée, qui domine la fabrication. Nous avons ASML aux Pays-Bas, qui fournit les machines de photolithographie les plus avancées. C'est-à-dire quoi? La photolithographie, c'est une étape intermédiaire. Donc, c'est vrai que la plupart des puces sont fabriquées en Asie de l'Est, mais il faut passer par l'étape de lithographie, au fait. Et ça, c'est la meilleure entreprise qui fait ça. Elle est aux Pays-Bas, en Europe. Et nous avons les États-Unis qui restent leaders dans le design, mais dépendent de l'Asie pour la fabrication. Donc, il faut faire la différence entre design et fabrication. Le design, c'est la conception architecturale de la puce, tout ce qui concerne le plan, les circuits, innovation logicielle. Par exemple, designer des circuits qui vont moins consommer d'énergie. Ça, c'est le design. C'est des choses qui se font c'est à travers la recherche et l'innovation. Et où les Américains restent leaders pour l'instant. Nous avons la fabrication, production physique de puces dans les usines spécialisées. Donc ça, c'est là où les entreprises asiatiques sont leaders. Donc, on prend un exemple typique, c'est que Apple conçoit ses puces M1, M2, mais c'est TSMC qui les fabrique à Taïwan. Donc, on a des puces spécialisées que certaines entreprises vont concevoir et ces puces-là seront fabriquées euh, dans d'autres pays. Donc, quelles sont les conséquences géopolitiques de tout cela? Donc, des blocages géopolitiques. Les États-Unis qui interdisent à la Chine l'accès aux technologies avancées, plus inférieures à 14 nanomètres pour limiter son avance en IA. Et il est d'autant plus pressant pour la Chine de récupérer Taïwan. Donc, pour la petite histoire, Taïwan, c'était une province chinoise. Aujourd'hui, ils ont une certaine autonomie et la Chine veut récupérer cette province-là depuis un certain nombre d'années. Donc, le fait que cette province-là soit encore leader de tout ce qui est fabrication de puces, euh, fait qu'il est encore plus pressant pour la Chine de récupérer Taïwan. Et aussi, ça fait que les pays comme les États-Unis veulent empêcher encore plus la Chine de récupérer Taïwan. Parce que ça pourrait permettre à la Chine de rattraper en quelque sorte son retard. Donc,
Pourquoi tout simplement, pourquoi ne pas tout simplement rapatrier ces industries-là qui existent dans les pays asiatiques, dans un pays comme les États-Unis ou bien en Europe? Parce que la première raison, c'est que c'est très coûteux, ce genre d'usine-là. Les usines de semi-conducteurs, ce sont des usines à plusieurs milliards de dollars. Il faut le savoir-faire aussi. Donc, les ingénieurs qui sont capables de réaliser ces prouesses-là sont assez rares. Et aussi les délais. Donc, même si on avait l'argent et même si on avait les ingénieurs spécialisés, le délai de construction peut prendre 5 à 10 ans. Et on pourrait aussi se poser la question, pourquoi en Afrique, on a des terres rares, on a beaucoup de terres rares, notamment au Congo, mais pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à fabriquer ou bien à mettre en place ce genre d'usine-là? Surtout qu'aujourd'hui, les puces, tout le monde raffole des puces. On pourrait mettre en place ce genre d'usine-là en Afrique. Mais il y a voilà, ces défis-là, notamment euh, savoir-faire, argent et aussi délai de construction qui sont des problèmes. Si on laisse les problèmes de guerre, voilà, les problématiques liées à la paix dans nos régions, il y a encore d'autres problématiques qu'il faudra résoudre avant d'installer ces usines-là en Afrique, par exemple. Là, je parle un peu de NVIDIA, une entreprise qu'on connaît tous aujourd'hui, et son quasi-monopole sur les GPU. C'est une entreprise qui a commencé en 1993 et qui a commencé à designer des processeurs graphiques. Et d'abord, ces processeurs-là ont plus été utilisés au niveau de tout ce qui est jeux vidéo. Et d'année en année, on a remarqué que ces puces-là étaient très intéressantes pour entraîner des modèles de deep learning, au fait. Ce qui a fait que, euh, en plus du côté jeux vidéo, NVIDIA est devenue une entreprise incontournable dans le monde de l'IA. Donc aujourd'hui, si vous voulez mettre en place, je ne sais pas, si vous voulez créer une IA ou bien vous voulez mettre en place un écosystème chez vous, vous devez acheter des GPU. Les GPU sont commandés à l'avance, des fois avant plusieurs années. Donc, il y a toute une liste d'acheteurs, ce qui permet de faire monter, au fait, euh, la capitalisation boursière de cette entreprise-là. Donc, quand on essaye de regarder un peu euh, les entreprises qui sont leaders en matière de GPU, on remarque que NVIDIA gère environ 92% du marché, au fait. Donc, ils ont vraiment un très grand pouvoir et ils peuvent même refuser de vendre des GPU à telle ou telle entreprise, ce qui est vraiment problématique. Donc, maintenant, on va parler un peu de la guerre des talents. La guerre des talents. Il nous reste environ 30 minutes, donc je vais essayer d'être un peu plus rapide. Donc, jusque-là, euh, on a vu qu'il était important, voilà, d'avoir un certain nombre de ressources euh, pour pouvoir développer un écosystème d'IA intéressant. Mais l'une des ressources principales, c'est au niveau des cerveaux. Les gens qui vont réfléchir, créer de nouveaux modèles capables de bien performer. Donc, il y a le thème Mercato de talent qui est sorti récemment et qui désigne la compétition mondiale intense entre les entreprises, les laboratoires et les États pour recruter, retenir ou débaucher les meilleurs experts en intelligence artificielle. Et donc, on fait le parallèle au fait avec le Mercato au niveau du football, parce au niveau du football, comme vous le savez, les clubs ont l'habitude de s'arracher les joueurs. Donc, on compare un peu le fait que les clubs s'arrachent les meilleurs joueurs au fait que les entreprises en IA aussi essayent de s'arracher les meilleurs chercheurs euh, en IA. Donc, récemment, il y a ce monsieur-là que vous connaissez tous, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, qui s'est lancé au fait dans une nouvelle course, la course à la super intelligence. Et pour cela, il a décidé qu'il devait embaucher un peu partout les meilleurs, au fait. Donc, il a commencé à embaucher. Par exemple, il va vers d'autres grandes entreprises comme OpenAI. OpenAI, c'est l'entreprise qui
qui a créé ChatGPT. Donc, il est venu, il a embauché, disons, tous ces gars-là qui sont en bleu, avec des salaires vraiment très, très intéressants. Donc, des gens au niveau d'Anthropic, de Google DeepMind, etc. Et donc, ça montre vraiment l'importance des talents, en fait. Et ça pose aussi un autre problème, c'est la capacité des États aussi à retenir le talent. Donc, je suppose que qu'on est en Afrique, il y a un brillant chercheur en IA maintenant. Euh, Est-ce que l'Afrique, aujourd'hui, est-ce qu'en Afrique, on pourra retenir ce brillant chercheur-là? Si on lui propose, par exemple, jusqu'à 100 millions, 1 milliard, voilà. Parce qu'on se plaint beaucoup aussi du fait qu'on manque de capacité pour pouvoir créer des IA dans notre propre écosystème. Il faudrait aussi qu'on mette en place un certain nombre de choses pour pouvoir retenir les gens conformes. Donc, pourquoi cette guerre de talent, elle est stratégique? Parce qu'elle permet d'accélérer l'innovation. Les meilleurs chercheurs et ingénieurs peuvent réduire de plusieurs années le temps nécessaire pour atteindre une percée technologique. Souveraineté technologique. Les nations voient dans ces talents un moyen de garantir leur indépendance dans les domaines critiques. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de nations aujourd'hui, par exemple, qui sont contre l'immigration, mais la plupart de ces nations-là ont ce qu'on appelle un passeport talent. C'est-à-dire que, voilà, on ne veut pas que vous veniez chez nous, mais si vous êtes, par exemple, un bon ingénieur, vous êtes quelqu'un de très intelligent dans votre domaine, voilà, on va même vous dérouler le tapis rouge pour que vous veniez travailler chez nous. Je vais sauter rapidement cette slide. Je parle un peu ici de régulation contre innovation en IA. Ce sont deux concepts dont on a beaucoup entendu parler depuis l'avènement de ChatGPT aussi. Et donc, je donne ici rapidement les définitions. Quand on parle de régulation, c'est quoi? C'est l'ensemble des lois, des normes et politiques visant à encadrer le développement et l'usage de l'IA pour protéger les individus, les entreprises et la société. Ce qui est très important, vu tout ce qu'on a vu depuis le début sur la sécurité, la confidentialité, etc., c'est important de mettre en place des lois. L'innovation, c'est quoi? C'est la capacité à créer, expérimenter et déployer rapidement de nouvelles solutions ou produits basés sur l'IA. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut réguler l'IA? C'est tout ce qu'on a déjà vu depuis le début. C'est pour protéger les droits fondamentaux, éviter les usages dangereux ou illégaux, comme au niveau des deepfakes que les gens utilisent pour arnaquer les gens, garantir la transparence et la responsabilité des systèmes, éviter par exemple que les IA tuent des innocents, prévenir les impacts négatifs sur l'emploi et l'environnement. Le dilemme ici, c'est quoi? C'est que trop de régulation ralentit les cycles d'innovation, freine les startups, augmente les coûts d'entrée. Par exemple, des PME européennes renoncent à développer certains outils IA à cause de la complexité de conformité au futur AI Act. Dans le même temps, s'il n'y a pas assez de régulation, nous avons des risques accrus de dérives éthiques, de violation de données et de monopole technologique. Donc, du coup, c'est important de chercher un trade-off ou bien un compromis entre les deux. Si je présente un peu la philosophie au niveau de trois grands pôles mondiaux que sont l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Côté Union européenne, ils ont plutôt tendance à mettre en place un encadrement strict. Il y a acte avec classification par niveau de risque, priorité à l'éthique, protection des citoyens et transparence. Donc, pour l'Union européenne, la priorité, c'est la régulation et surtout la forte régulation. Au niveau des États-Unis, ils ont une approche beaucoup plus libre, priorité à l'innovation et à la compétitivité mondiale, régulation sectorielle plus souple, forte implication du privé. Et au niveau de la Chine, contrôle centralisé, réglementation rapide, déploiement massif, intégration de l'IA dans la stratégie nationale, contrôle étroit de l'information. Donc,
de manière globale, ce que les gens posent comme problème ici, certains posent comme problème ici, c'est de dire, nous sommes actuellement dans une course à l'IA et donc les pays capables de développer les meilleurs IA euh, vont dominer également sur tous les plans. OK? Et donc, on pourrait, ce qui est dit aujourd'hui, c'est évitons de trop réguler parce que réguler euh, empêche l'innovation. Les IA qu'on veut créer ne sont pas encore assez performantes. Les IA qu'on veut créer ne sont pas encore euh, assez innovantes peut-être. Donc, côté États-Unis, par exemple, eux, ils disent que ça ne sert à rien de mettre beaucoup de lois en place parce que de toute façon, euh, on ne peut pas encore réellement voir les impacts, tous les impacts qu'on pourrait avoir. Donc, c'est également une question de politique, une question d'éthique et en fonction de la philosophie de chacune de ces régions du monde-là, ils vont faire un certain nombre de choix sur ce qui est plus important entre régulation et innovation. Maintenant, on va parler un peu de l'Afrique. Donc, j'ai été un peu rapide jusque-là. Là, je crois que j'ai que deux ou trois slides sur l'Afrique. Je me rappelle que lors de la première séance, j'avais fait une partie concernant l'Afrique où j'avais présenté tout ce qu'on fait actuellement comme les conférences, voilà, le côté éducatif, les formations que nous sommes en train de mettre en place. Au cours du cours, jusqu'à aujourd'hui, on a vu les différentes applications possibles. On a vu aujourd'hui les différents défis que d'autres régions du monde rencontrent. Voilà, en termes d'infrastructures qu'il faut mettre en place. Et donc là, on va discuter pour savoir est-ce qu'on est réellement prêt, est-ce qu'on fait réellement de l'IA en Afrique? Est-ce que c'est une question vaine? Parce que beaucoup de personnes posent cette question, est-ce que là où on en est aujourd'hui euh, en termes de développement, est-ce que c'est l'IA qui doit être notre priorité? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités actuellement? Donc, cela m'a emmené à, disons, capturer le post de quelqu'un que je suis, que je follow sur LinkedIn. J'avais trouvé son post assez intéressant. C'est un post un peu récent, environ un mois, il y a environ un mois. Et je vais essayer de lire son post et on va essayer de voir si quelque part il n'a pas raison. Donc, il dit quoi? Il dit que l'IA en Afrique, c'est encore une illusion. Dans le brouhaha des forums numériques, des panels institutionnels, voilà, comme je le disais au niveau de la première séance, on fait beaucoup de panels, on fait beaucoup de forums, voilà. On entend tout. Que le continent va rattraper son retard, l'IA va transformer l'agriculture, accélérer la bancarisation et bien sûr créer des millions d'emplois. Mais qu'en est-il vraiment? L'intelligence artificielle repose sur des ressources computationnelles lourdes. GPU haute performance, serveur cloud, data center, refroidissement optimisé, accès à la fibre optique stable. Donc, tout ce qu'on a vu dans les slides précédents aujourd'hui, il faut tout ça pour l'IA aujourd'hui. Mais pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, la réalité est celle-ci, en tout cas globalement en Afrique. Moins de 15% des pays africains disposent d'une connectivité internationale supérieure à 100 Gbps. Les data centers tiers sont quasi inexistants hors Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Nigeria. Les coûts d'électricité ou le calcul intensif sont prohibitifs.
plus de 30% de surcharge par rapport à l'Europe. Donc, l'électricité est chère et tout le monde n'a pas encore accès à l'électricité en Afrique. Le cloud souverain africain n'existe pas. L'essentiel des calculs IA se fait sur AWS, GCP ou Azure, depuis l'Europe ou les États-Unis, avec des temps de latence et des surcoûts de transfert de données. La structuration des bases de données publiques est déficiente. Inexistence de cadastre numérique, de données de santé non numérisées. Donc, la plupart des hôpitaux aujourd'hui en Afrique ne sont pas digitalisés. Alors que si on doit fournir des solutions dans le domaine de la santé, on a besoin de données, de digitaliser les choses. Recensement aléatoire, etc. Et j'ai pu le constater presque partout. Donc, les jeux de données africains sont non centralisés, non labellisés, non ouverts, open data très marginal, souvent hébergés à l'étranger. L'IA n'est pas plug and play, sans data engineering, data cleaning, data architecture, aucun modèle n'est exploitable. Donc, si on ne met pas en place l'infrastructure data comme cela se doit, on ne pourra pas créer des IA. Donc, l'absence de données propres et locales rend impossible tout entraînement de modèles performants et pertinents pour les réalités africaines. Donc, son post LinkedIn est un peu plus long que ça, donc j'ai coupé, je me suis arrêté là. Sinon, il a soulevé encore deux ou trois autres problèmes. J'ai trouvé que ce qu'il disait dans le post était un peu aligné avec ce dont on parlait dans, dans ce cours et pourrait nous permettre d'un peu mieux réfléchir euh, sur comment on devrait se structurer ou encore comment on devrait fixer nos priorités au fait par rapport à ce monde en ébullition à cause de l'IA. Du coup, j'ai essayé de dégager quatre leviers prioritaires pour développer un écosystème en IA en Afrique. C'est d'abord et avant tout, comme comme on l'a lu maintenant, euh, les infrastructures de base, au fait. Donc, on l'a vu avec les data centers, quand on parlait de data centers, voilà. Il faut de l'électricité à côté, il faut des trucs pour refroidir, des machines, des grosses machines, etc. Il faut une grosse connectivité Internet. Donc, ça devrait d'abord être ça, notre priorité, développer un réseau électrique fiable et abordable pour le calcul intensif. Donc, il ne faudrait pas que là où on veut installer un centre de calcul, il y ait des pannes d'électricité, par exemple. Donc, ça, c'est déjà une grosse priorité. Étant la connectivité au début, au débit, à l'échelle nationale et régionale, c'est aussi très important parce que sans Internet aussi, ça va être très difficile de mettre en place tout ça. Capacité de calcul local, voilà. Donc, après avoir réglé le problème d'électricité et le problème d'Internet, c'est peut-être là qu'on pourrait réfléchir à mettre réellement en place des data centers performants et souverains. Favoriser un cloud africain sécurisé et interconnecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas aller mettre nos données sensibles, les données de nos gouvernements, ne pas aller les stocker sur des clouds euh, externes à l'Afrique, au fait. Données locales de qualité. Il faudrait structurer, centraliser et ouvrir les données publiques et privées. Pourquoi c'est important d'ouvrir les données publiques et privées? C'est pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à ces données-là et donc de favoriser l'innovation au fait. Parce que si moi, par exemple, cherchant en IA, je veux des données sur le Bénin ou bien sur la Côte d'Ivoire et que ces données-là ne sont pas libres et open source, ce sera très difficile pour moi de faire mes études ou bien d'innover, de faire ma recherche. Donc, il faut vraiment ouvrir un certain nombre de données pour qu'on n'attende pas toujours, euh,
disons, l'État pour commencer à innover. Mettre en place des standards d'annotation, d'archivage et de gouvernance des données. Capital humain et cadre réglementaire. Former massivement au métier de la donnée et du MLOps. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de pays africains ont commencé à faire. Mais euh, vu les défis que nous avons, il faut réellement diversifier ces formations-là et peut-être même créer des parcours de reconversion pour des gens qui sont déjà dans d'autres domaines et qui aimeraient se reconvertir dans le domaine de l'IA, faciliter un peu tout ça, créer un cadre légal clair sur l'éthique, la propriété intellectuelle et la responsabilité algorithmique. Euh, C'est-à-dire que oui, on veut innover, mais euh, comme on l'a vu précédemment, si on ne fait pas attention à réguler comme cela se doit, on pourrait avoir d'autres problèmes. Donc, commencer à former également nos centres juridiques, commencer à former nos systèmes judiciaires, commencer à les préparer euh, aux défis juridiques que, euh, que poseront le développement de modèles d'IA. OK? Donc, je suis à la fin de, de, de cette dernière séance. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Euh, Maintenant, on peut passer aux questions, aux discussions et aussi peut-être, voilà, peut-être prendre la parole et dire, est-ce que vos attentes ont été comblées? Euh, Avant qu'on ne commence ces 4 séances, où est-ce que vous étiez en matière de compréhension globale d'IA et où est-ce que vous en êtes maintenant? Voilà, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous aimeriez aussi, je ne sais pas, me donner des conseils sur la manière dont je présente? Est-ce que je présentais mal? Voilà, donc je suis ouvert, on a quelques minutes encore. Merci d'ouvrir le micro et de poser vos questions. Questions Alors, après discussion, oui, oui. alors, bonjour à tous. Déjà, félicitations pour votre brillante présentation. À mon niveau, j'ai beaucoup appris durant ces 4 séances où nous avons eu à découvrir de nouvelles choses qu'on n'avait pas auparavant. Surtout au niveau de notre cher continent, l'Afrique, où vous avez beaucoup développé certains aspects. Sinon, en ce qui concerne votre présentation, en tout cas, pour moi, elle a été très lucide et ça nous permettait en tout cas de vous suivre dans tout ce que vous dites. Et pour ça, chapeau à vous. Peut-être pour finir, j'ai une question. Sur votre dernière présentation au niveau de l'Afrique, vous avez parlé de gouvernance de données, si j'ai bien suivi. Bon, je ne sais pas vraiment en quoi cela. Bon, si vous pouvez donc me donner plus d'explications pour ce point, ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Au niveau de la gouvernance des données, Oui, oui. attendez. La slide qui concerne les solutions, bien la slide qui concerne le post LinkedIn que j'ai présenté. Non, sur les solutions, au niveau des solutions. OK. Au niveau de quel point? Données locales de qualité? OK, de gouvernance des données. Donc, quand on parle de gouvernance de données et d'IA, au fait, c'est, disons, la mise en place administrativement ou bien structurellement euh, d'un certain nombre de choses pour garantir euh, la fiabilité des données ou bien la sécurité des données. Bon,
de manière globale, quand on parle de gouvernance, c'est gestion. Dans toutes nos présentations jusque-là, on a, on a rappelé que sans données, il n'y a pas IA et qu'il fallait avoir des données peut-être sous certains formats avant de pouvoir entraîner les modèles d'IA. Il fallait veiller à la sécurité des données, il fallait veiller à leur protection, il fallait veiller à leur confidentialité, il fallait veiller, disons, à un certain nombre de choses. Donc, c'est tout ça qui rentre dans la gouvernance. Qu'est-ce que nos États vont mettre en place euh, pour pouvoir gérer tout ça? Ça peut être au niveau aussi je prends un exemple au niveau des hôpitaux. Au niveau des hôpitaux, il y a beaucoup de données. Il y a des données sensibles, il y a des données qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des fois, on veut retrouver des informations sur des patients, on n'y arrive pas. Donc, structurellement, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, c'est mettre en place euh, au niveau des ministères de la Santé, par exemple, de petits cabinets qui sont chargés de proposer des solutions ou bien de mettre en place des politiques pour mieux gérer ces données-là. Hein. Il y a de plus en plus dans les pays, au fait, des agences qui sont mises en place pour la gestion et la gouvernance des données, au fait. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Monsieur Louis, Oui, merci. Oui, effectivement, bon, c'est bon. Actuellement, j'ai compris. Donc, merci beaucoup. donc une autre personne, donc question, apport, commentaire, je sais pas, quelqu'un à travers ce cours a peut-être eu une vraie idée d'une IA qu'il pourrait créer, je ne sais pas. Ça l'a peut-être aidé à... Oui, bientôt. Bonjour tout le monde, bonjour chers présentateurs. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette formation parce que c'était facile à comprendre, même pour les personnes qui peut-être n'avaient pas l'habitude de travailler dans ce domaine-là. Et en général, avant la formation, pour moi, quand on parlait d'IA, on parlait plus des avantages et tout. Les conséquences négatives liées à l'IA, on s'appuyait plus sur le fait que la place de l'humain allait peut-être diminuer au fur et à mesure, c'est-à-dire certains métiers allaient disparaître. Et personnellement, j'ignorais carrément en fait qu'il y avait un impact négatif sur la consommation de l'eau, par exemple. Au niveau de l'énergie, bon, c'est un peu évident, mais au niveau de l'eau, j'avais aucune notion concernant ça. Donc, cette formation m'a permis aussi d'avoir des idées sur les conséquences de l'IA et puis comment utiliser l'IA intelligemment également pour éviter certaines dérives. Donc, je vous remercie. Je n'ai pas de questions. Ok, merci à vous. Intéressant. On a encore quelques minutes si quelqu'un veut prendre la parole et donner un commentaire sur là où il en est, par exemple, par rapport au début de la formation. Est-ce qu'au début de la formation, quand on parlait d'IA, il ne pensait qu'à ChatGPT? Et peut-être maintenant, lors de la formation, vous avez découvert d'autres types d'IA? Je sais pas. Oui, allô, Oui, monsieur Louis. allô, on me reçoit. Bon, je vois.
Je vois il y a Winnie qui est là. Je ne sais pas si je vais prendre la parole. Oui, oui. Marie, Marwa, comme là, je vois que j'ai retenu quand même certains noms. Ferdinand, Aya, Nadji. On a quand même une diversité de noms et de pays là. Bonjour. Oui, Bon, je tiens à vous remercier tout d'abord pour cette formation. Et je tiens à remercier l'équipe de Africa Research Center aussi pour cette initiative exceptionnelle pour une summer school africaine. C'est vraiment, comment dirais-je, ça, il est très bien de voir de telles initiatives euh, des jeunes africains. Merci. ok, merci à vous. Oui, monsieur Ferdinand. Oui, bonjour à tous. Et comme les autres, je vais d'abord vous remercier. Je remercie l'organisateur de ce Summer School. Et je ne suis pas vraiment du domaine de l'IA, mais j'ai quand même appris beaucoup de trucs, des trucs que je savais, des trucs que je ne savais pas. Voilà. Et là, l'utilisation de l'IA aussi, je pense que voilà, ça va beaucoup s'améliorer de mon côté. Après, je m'attendais beaucoup plus autour de data science, c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Analyse de données, beaucoup. Voilà. Que je n'ai pas vraiment vu, on a beaucoup parlé de l'IA, des outils d'IA et tout. Je ne sais pas si ça arrive, si on aura encore d'autres cours sur l'analyse de données à proprement parler. Oui, je pense que dans l'avenir, c'est dans les plans de la structure de l'ARC de faire des formations beaucoup plus pratiques. Vous voyez? Mais là, ce ne sera pas pour présenter les bases et aussi ce sera pour, on va filtrer au fait, on va filtrer un peu peut-être les profils. Vous voyez? On peut Oui, par exemple faire un truc spécialisé, voilà, en fonction de vos profils, chercher un expert dans tel domaine pour faire un truc avec de la pratique, quoi. Vous voyez? oui, Donc, ce sera sûrement pour la prochaine fois. ok. Merci beaucoup. OK. OK, bon. Bah, s'il n'y a plus personne, moi, je vais vous remercier pour votre participation, pour votre assiduité. Euh, c'est pas facile de se lever euh, les samedis et de venir suivre un cours. C'est pas facile aussi de rentrer peut-être du bureau le soir et de se connecter pour suivre un cours. Donc, ça montre que vous voulez évoluer dans vos domaines respectifs et que vous êtes curieux, que vous voulez apprendre. Donc, je ne peux que vous encourager euh, sur cette voie-là. Et voilà, ça a été aussi un moyen pour moi disons, d'enseigner. C'est un truc que j'aime faire. Et donc, j'ai pu aussi tirer des leçons de la manière dont je le fais. Et je pense qu'à l'avenir également, je vais pouvoir m'améliorer. Donc, prenez soin de vous. C'est fini pour cette séance. À bientôt. On peut se déconnecter, je pense.